Depuis que la population de Gaza a reçu cette information-là, que l'armée d'occupation a pris la décision d'occuper la bande de Gaza, et c'est la panique totale, c'est la peur. Parce que déjà, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où y aller. 2,3 millions de la population de Gaza vivent déjà sur 20% sur la surface de la bande de Gaza. Donc maintenant, s'ils vont se déplacer vers le sud, il y a juste 10% de la bande de Gaza. Donc les 2,3 millions de personnes vont être sur juste 35 km². Il n'y a plus de place, même pas sur la plage. Il n'y a aucun endroit où ils peuvent prendre refuge. L'ONU vient de déclarer officiellement la famine à Gaza. Certaines images peuvent heurter la sensibilité. Ce vendredi 22 août, l'ONU a indiqué que 500 000 personnes se trouvaient dans un état catastrophique. Il s'agit de la première famine à toucher le Moyen-Orient. Après des mois de mise en garde, le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire a confirmé qu'une famine était en cours. Une situation que nie le gouvernement israélien. Il n'y a pas de famine à Gaza. Le rapport est fondé sur les mensonges du Hamas, fabriqués sur mesure pour la fausse campagne du Hamas, a écrit le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué. Pour l'IPC, une famine est en cours lorsque 3 éléments sont réunis. Au moins un foyer sur 5 doit affronter un manque extrême de nourriture, au moins 30% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë et au moins 2 personnes sur 10 000 meurent de faim chaque jour. It is a famine on all of our watch. Everyone owns this. The Gaza famine is the world's famine. It is a famine that asks, but what did you do? A famine that will and must haunt us all. It is a predictable and a preventable famine. A famine caused by cruelty, justified by revenge, enabled by indifference, and sustained by complicity. Israël avait totalement interdit l'entrée des aides à Gaza avant de l'autoriser de nouveau fin mai, mais par l'acheminement de quantités très limitées. The Gaza famine. It is a famine that we could have prevented if we had been allowed. Yet food stacks up at borders because of systematic obstruction by Israel. It is a famine within a few hundred meters of food in a fertile land. Israël, qui contrôle tous les accès à Gaza, accuse le Hamas de piller les aides, ce qu'il nie, et les organisations humanitaires de ne pas les distribuer. Mais celles-ci ont affirmé qu'Israël imposait des restrictions excessives et jugeait très dangereux de distribuer l'aide en pleine guerre. Bonsoir à toutes et à tous. L'armée israélienne s'apprête à prendre le contrôle de la ville de Gaza, une occupation militaire au sol qui nécessite le renfort de soldats. C'est ainsi que Benyamin Netanyahou annonce la mobilisation supplémentaire de quelques 60 000 réservistes. Offensive également en Cisjordanie avec la création de plus de 3 000 logements à l'est de Jérusalem. Une façon pour le Premier ministre israélien d'effacer la Palestine alors même que la France justement s'apprête à reconnaître l'État palestinien. Question que cherche Benyamin Netanyahou tant à Gaza qu'en Cisjordanie. Se sent-il fort du soutien de Donald Trump et peut-il s'affranchir de l'émoi international face au drame humanitaire en cours à Gaza? Et moi, jusque dans son propre pays, avec une manifestation monstre le week-end dernier en Israël contre la politique de Benyamin Netanyahou. C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Netanyahou, Trump, leur plan pour Gaza ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Bélanger, éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales. Alexandra Schwarzbrod, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du journal Libération. Vous avez été correspondante à Jérusalem. Memalouf, vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez publié Jérusalem, idées reçues sur une ville frontière. C'est aux éditions Cavalier Bleu. Et Alain Pirot, vous êtes journaliste et réalisateur, ancien correspondant à Jérusalem et vous êtes spécialiste des questions de défense. Merci de participer à cette émission en direct. Anthony Bélanger, commençons avec vous, avec cette une de Ouest France ce matin qui dit Cisjordanie et Gaza.
Israël dévoile ses plans. Alors c'est vrai qu'on parle de Gaza depuis de nombreuses semaines, depuis de nombreux mois. La Cisjordanie est aussi dans le viseur de Benyamin Netanyahou. Oui, parce que, en fait, moi je pense depuis le début que, contrairement à ce qu'on a pu dire à droite et à gauche, Benyamin Netanyahou a un plan pour les 10 ans qui viennent. En tout cas, il a un sentiment d'urgence. Son sentiment d'urgence a été renforcé par le fait qu'il a vu la jeunesse du monde entier se retourner contre Israël, à peu près avec des manifestations partout, et notamment aux États-Unis, qui est le seul pays qui compte. Aux États-Unis, dans toutes les facs américaines, vous avez des manifestations pro-palestiniennes qui ont été très importantes, très violentes, quelquefois, et qui ont montré un renversement de l'état d'esprit, ou en tout cas de l'opinion que peut avoir une partie de la population américaine sur Gaza. Aujourd'hui, d'ailleurs, on s'est mesuré. Vous avez 58% des Américains qui pensent du mal de ce que fait en ce moment Benyamin Netanyahou à Gaza et en Cisjordanie. Donc, pour la droite israélienne et l'extrême droite, il y a urgence à commettre non pas l'irréparable, mais l'irrévocable. C'est-à-dire parvenir rapidement à une solution pour Gaza et une solution pour la Cisjordanie dont on ne puisse pas revenir. En arrière. Il y a donc un plan politique derrière tout ça, et ça a été dommage. C'était toujours dommage de séparer ce qui se passe à Gaza de ce qui se passe en Cisjordanie. Gaza, donc le plan, c'est probablement de prendre le contrôle de la bande de Gaza et de trouver une solution. On y reviendra sur Gaza. On y reviendra. Et en Cisjordanie, effectivement, de trouver une forme de solution à cette occupation, qui ne veut pas dire son nom, de la Cisjordanie. Alors, Mehmalouf, cette offensive à Gaza, en Cisjordanie, pardon, elle se fait avec des... Alors, comment ça se passe ? Ce sont des familles... Parce qu'on annonce la création de 3400 logements sur des terres palestiniennes, donc. Alors, comment ça se fait ? Ce sont des Israéliens qui prennent leur baluchon, qui font leur carton et qui disent, tiens, on va aller s'installer en terre palestinienne, en terre hostile, j'imagine, donc quand on est israélien. Racontez-nous le process. Je vais insister sur le fait que le process n'est pas nouveau. Israël ne fait rien du jour au lendemain. Ce sont des plans, en l'occurrence le plan E1 maintenant qui est en train de se mettre en place. Et je voudrais aussi vous expliquer un petit peu la spécificité de l'emplacement de ces constructions. Donc ce n'est pas nouveau. Ceux qui travaillent sur le terrain, et comme moi, qui ont X années de travail sur le terrain, savent parfaitement où se trouvent les plans et ce qu'il y a à venir, etc. Mais on attend, parce qu'il y a en effet des priorités. Ce qui se passe, c'est comme ce qui se passe à Jérusalem, un peu plus à côté de Jérusalem, si vous voulez, la Jérusalem de la vieille ville, c'est qu'on arrive, on expulse les gens, parfois on projette des documents, quoi, ce sont les documents officiels, comme quoi ils ne sont pas propriétaires, etc. Et puis, évidemment, le calvaire commence. Alors, je voudrais justement revenir sur cette spécificité. Là où ces logements vont être construits, la spécificité territoriale de construction, ça va être construit à côté de la colonie de Ma'ale Adumim. Et Ma'ale Adumim n'est pas n'importe quelle colonie. Quand on se promène dans Ma'ale Adumim, c'est une ville énorme. Aujourd'hui, il y a autour de 40 000... Ville israélienne, donc. C'est l'une des plus grandes, voire la plus grande aujourd'hui en matière de population en Cisjordanie. Ça, c'est très important aussi à voir. Et ce qui est intéressant avec Ma'ale Adumim, c'est qu'elle lie Jéricho à Jérusalem. Et c'est quelque chose d'assez... Il travaille dessus depuis des années et des années. Le fait, comme vous l'avez dit, de couper la Cisjordanie en deux, c'est absolument pas nouveau. Ça commence à être médiatisé là. C'est récent, mais les gens qui travaillent là-bas et les chercheurs qui travaillent dessus savent parfaitement ce qu'il en est depuis quand même un certain temps. Alors, Alexandra Schwarzbrod, en posant ainsi ses valises et en invitant les Israéliens à occuper, je veux dire, de façon civile, ces terres palestiniennes, que j'ai dit dans mon petit laïus de début, une façon pour le Premier ministre israélien d'effacer la Palestine. Est-ce qu'au fond... De façon pas très civile, parce qu'en effet, les gens... Alors, c'est pas très civil, ce sont des familles qui arrivent avec des enfants. C'est des familles qui arrivent et qui, en effet, vous avez... les familles palestiniennes qui vivent là ont quelques heures, parfois, pour faire leur baluchon et quitter une maison dans laquelle ils vivent depuis des années, voire des décennies, des champs d'oliviers qu'ils ont cultivés, et tout ça, ils doivent le laisser. Mais il faut bien comprendre ce qu'est une colonie israélienne en territoire palestinien. En Cisjordanie surtout. C'est pas seulement... D'abord, les colonies sont toutes construites jusqu'à présent au sommet des collines. Vous avez donc toutes les collines sont au sommet et avec les villages palestiniens en bas dans la vallée, donc qui surplombent les villages palestiniens. Et ce qui fait que souvent, il y a des razzias les colons, des razzias sur les champs d'oliviers, par exemple. Ils vont arracher les oliviers des Palestiniens pour qu'ils n'aient plus de moyens de subsistance, pour les inciter à partir. Mais ce n'est pas seulement
le problème de la colonie, parce que pour accéder à cette colonie, il faut construire une autoroute, par exemple, parce que les colons ont peur de voyager de rouler sur la même route que les Palestiniens, et puis il leur faut des routes flambant neuves. Donc on construit des autoroutes. Il faut des bus, donc il faut tout un système de bus pour acheminer les colons ou les enfants de colons qui veulent aller, qui à Jérusalem, qui à Tel Aviv. C'est une urbanisation israélienne. Une urbanisation qui se met en place, des arrêts de bus, et tout cela sous la surveillance de l'armée. Tout ça, c'est sous la surveillance de l'armée qui est partie prenante, qui est là, qui accompagne les colons. Et donc tout ça, il faut aussi des checkpoints. Je crois que maintenant, on en est à presque 800 checkpoints en Cisjordanie. Vous imaginez, 800 checkpoints. Ça veut dire que le but, c'est de faire une continuité territoriale entre Israël et ce qui va être occupé, ce qui va être récupéré de la Cisjordanie, donc faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune continuité territoriale possible entre les différentes villes de Cisjordanie palestinienne, c'est-à-dire Bethléem, Naplouse, Hébron. Ça va de plus en plus devenir des petits points qui ne pourront plus avoir, pour y accéder, il faudra des heures, voire des jours, alors que à vol d'oiseau, ça représente quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Donc tout ça, c'est comme vous l'avez très bien dit, c'est un plan mûrement préparé, mûrement réfléchi. Le seul avantage de ce qui est en train d'être annoncé, c'est qu'enfin, les gens dans le monde réalisent ce qui est en train de se passer sur le terrain en Cisjordanie, alors que, comme vous l'avez dit, ça se déroule depuis, quand j'y étais en 2000, j'ai vu des familles palestiniennes chassées de chez elles et se retrouver vraiment avec un baluchon et ne sachant pas où aller parce qu'une famille de religieux, souvent, ou de colons, venait occuper la maison. Ça se produit depuis très longtemps, donc c'est vraiment une opération mûrement réfléchie. Pourquoi cette annexion des territoires en Cisjordanie? C'est par idée que cette terre est à nous, elle doit nous revenir, ou c'est parce qu'il n'y a plus assez de place en Israël et au fond, au toit de là que je m'y mette, parce qu'il faut bien que je vive avec mes enfants? Parce que c'est l'achèvement d'un rêve qui a été assumé par bon nombre de fanatiques religieux, mais pas que religieux aussi. Ceux qui vont s'installer là-bas ont quand même un agenda idéologique. Quand on dit que ça existe depuis des années, quand on est correspondant et que vous allez rencontrer un certain nombre d'autorités de colons, ils vous montrent les plans. Ils vous montrent la manière dont seront dessinés, les ONG vous montrent très clairement. Donc tout est mûrement réfléchi. Après, il faut profiter des opportunités. Ah ouais. Daniela Weiss, qui est une des égéries de ces groupes de colons, a plusieurs fois dit, elle l'a redit en janvier, il y avait eu un très grand rassemblement de la droite extrémiste religieuse israélienne et des colons, et elle avait dit, les Palestiniens ont cessé le droit d'exister après le 7 octobre. Ils ne se cachaient pas du tout. Là, ils profitent de l'opportunité et des membres qu'ils ont au gouvernement pour assumer totalement cette politique. Smotrich, qui a vécu et qui est né au Golan, qui a vécu dans une colonie. Itamar Ben-Gvir. En fait, on a les yeux rivés sur Gaza sans voir ce qui se joue en Cisjordanie. Oui, mais il relie tout. Tout est relié, en effet. Tout est relié et en réalité relié depuis très longtemps. Oui. Il considère, j'étais toujours marqué quand il y a eu le départ du Gush Katif, comme ils le disent, de Gaza en 2006, ils assumaient l'idée qu'un jour ils prendraient leur revanche parce que les politiques israéliens comprendraient que c'était une erreur pour la sécurité d'Israël. Alain Pirot, vous parliez d'opportunité. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui a changé? Il me semble, je parle sous votre contrôle, que jusqu'à présent, les États-Unis freinaient Israël dans cette volonté de conquérir la Cisjordanie, alors que là, on aurait un Donald Trump qui dirait allez-y. Mais quand il y a eu le changement d'ambassade, j'ai trouvé qu'on avait totalement sous-estimé cet événement, qu'on l'avait très vite passé. C'est-à-dire que l'ambassade américaine, elle n'est plus à Tel Aviv, elle est à Jérusalem. Elle a rompu quelque chose qui était très important et qui tenait l'administration américaine, c'était les interdits. Au fond, on savait qu'il y avait ce risque, mais quand même, il y avait des choses à ne pas franchir. Le déplacement de l'ambassade, décidé par Donald Trump, qui avait totalement assumé, a rompu... Ça veut dire quoi, ce déplacement ? Le fait que l'ambassade soit à Jérusalem et non plus à Tel Aviv. C'est la reconnaissance. Allez-y. Non, mais vas-y. Ça assumait l'idée que la capitale d'Israël, revendiquée depuis toujours, c'était Jérusalem et pas Tel Aviv. Et donc la capitale historique, et donc la capitale religieuse, d'un point de vue charnel presque. Et donc ça incarnait
du point de vue des États-Unis, d'assumer cette politique, et Biden ne l'a pas rompue. Donc il y a aussi cette idée que bon nombre de responsables, au fond, ont dit Donald Trump a enlevé cette hypocrisie, et au fond, tout le monde l'a assumé, mais ça a rompu un interdit. Et donc on rompt constamment les interdits depuis. Anthony Bélanger. Il suffit de regarder les chiffres. Hein. En fait, depuis le début de l'année, il y a 20 000 unités de construction, unités d'habitation qui ont été décidées. 20 000 maisons. Unités de construction, c'est des appartements, des maisons, des permis de construire, si vous voulez, et qui ont été accordés dans les colonies en Cisjordanie. C'est, pour les 6 premiers mois de l'année, c'est 1,5 fois plus que l'année dernière, qui était déjà 1,5 fois plus que l'année précédente. Donc on ne cesse, sous le gouvernement de Benjamin Netanyahou et surtout depuis 2023, d'accorder des permis de construire pour permettre à une population de s'installer là. Or, il se trouve qu'en plus, tous ceux qui veulent s'installer là sont aidés par le gouvernement israélien. Sont aidés, les maisons sont quasiment données, on leur donne des aides aussi, et encore plus... De quoi on vit là-bas? Il y a des emplois D'abord, il y a une grande partie d'entre eux qui vivent à Jérusalem. Il s'agit, dans les 700 000 colons qui donc vivent en Cisjordanie et à Jérusalem, il y a 300 000 qui sont à 250 à 300 000 qui sont à Jérusalem-Est et qui sont en train de fermer la boucle. Justement, on parlait tout à l'heure de l'importance de Jérusalem et de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. S'il y a bien une chose qui unit tous les Israéliens, quel que soit leur camp politique, c'est qu'Israël est une capitale indivisible et appartient à l'État hébreu. Il n'est pas question d'en donner même un bout pour en faire une capitale palestinienne. Et donc il y a d'abord et avant tout un plan de fermeture, de clôture israélienne, c'est-à-dire de colonie qui enrobe Jérusalem-Est pour petit à petit l'avaler. Et ça, c'est pour 300 000 d'entre eux. Et puis ensuite, il y a ceux qui vivent en Cisjordanie, qui sont soit des religieux, là le problème ne se pose pas tellement de la façon dont ils travaillent, ils sont de toute façon aidés par le gouvernement pour éventuellement étudier. Et puis vous avez ceux qui habitent, mais de toute façon tout ça se passe dans un mouchoir de poche. Hein. Mais même si vous travaillez à Tel Aviv et que vous habitez en Cisjordanie, vous avez 40 minutes de voiture si vous êtes israélien. Vous avez par contre 3 jours pour en sortir si vous êtes palestinien. Alors, Israël a donc approuvé un projet de colonie qui couperait la Cisjordanie en 2 parties, rendant difficile la création d'un futur État palestinien. Le gouvernement Netanyahou a également décidé de mener à bien son plan de conquête totale de Gaza, malgré les protestations du parti de son opinion publique. Autant de sujets qui attisent la tension entre le Premier ministre israélien et plusieurs dirigeants occidentaux, notamment Emmanuel Macron. C'est un sujet de Juliette Perrault et Christophe Roquet. Tôt ce matin, des explosions au-dessus de Gaza. Première phase de l'offensive annoncée hier, ciblant la ville la plus densément peuplée de l'enclave. Nous allons infliger des dommages supplémentaires au Hamas dans la ville de Gaza, bastion du terrorisme gouvernemental et militaire de cette organisation terroriste. L'opération qui doit conduire à l'occupation totale de Gaza devrait mobiliser des dizaines de milliers de soldats. Le gouvernement a d'ores et déjà ordonné le rappel de 60 000 réservistes. Cet après-midi, Benjamin Netanyahou se montre particulièrement confiant. Nous n'abandonnerons pas et nous sommes sur le point de terminer cette guerre. Une guerre sur 7 fronts qui inclut l'Iran et ses proxys. Une certitude qui contraste avec l'inquiétude et la colère des Israéliens. Toujours dans la rue pour demander la libération des derniers otages. Le secrétaire général des Nations Unies condamne. Il est vital de parvenir immédiatement à un cessez-le-feu à Gaza, à la libération inconditionnelle de tous les otages et d'éviter les décès massifs et la destruction qu'une opération militaire contre la ville de Gaza entraînerait inévitablement. Critiqué par la communauté internationale, Benjamin Netanyahou peut cependant toujours compter sur un allié de taille, Donald Trump, qui appelle par tous les moyens à éradiquer le Hamas. Nous ne verrons le retour des otages restants que lorsque le Hamas sera confronté et détruit. Plus tôt cela se produira, meilleures seront les chances de succès. Une guerre qui ne se joue désormais plus seulement dans la bande de Gaza. Hier, le gouvernement israélien a approuvé un nouveau plan de colonisation en Cisjordanie. Baptisé E1, ce projet concerne une zone de 12 km². Israël veut en évacuer les Palestiniens pour construire 3400 logements, de nouvelles colonies qui, à terme, pourraient couper la Cisjordanie en 2. Sur place, les 5000 Bédouins concernés oscillent entre dépit et indignation.
C'est encore plus d'annexions, encore plus de confiscation de terres. J'ai perdu tout espoir d'avenir pour moi et mes enfants. Il faut que la communauté internationale agisse et assume sa responsabilité en freinant ce gouvernement de colons et en empêchant la mise en œuvre de ce plan. Derrière la concrétisation de ce projet discuté depuis les années 90, le ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, homme clé de la coalition au pouvoir. Quiconque aujourd'hui dans le monde tente de reconnaître un État palestinien recevra de notre part une réponse sur le terrain. Pas par des documents, pas par des décisions ou des déclarations, mais par des faits concrets. Des faits tels que des maisons, des quartiers, des routes, et toujours plus de familles juives qui construisent leur vie. Un message adressé entre autres au président français, engagé dans un nouveau bras de fer avec Benyamin Netanyahou cette semaine. À l'origine de ce regain de tension, une lettre adressée à Emmanuel Macron mardi, dans laquelle le Premier ministre israélien l'accuse d'encourager l'antisémitisme. Votre appel à un État palestinien récompense la terreur du Hamas, renforce le refus du Hamas de libérer les otages, encourage ceux qui menacent les juifs français et favorise la haine des juifs qui rôdent désormais dans vos rues. L'Élysée dénonce une accusation erronée et abjecte et précise que le président répondra directement par courrier à Benyamin Netanyahou. Pendant ce temps, Emmanuel Macron continue de critiquer ouvertement la stratégie du gouvernement israélien. L'offensive militaire sur Gaza que prépare Israël ne peut conduire qu'à un véritable désastre pour les deux peuples et entraînera la région dans une guerre permanente. Un message qui s'adresse évidemment à Benyamin Netanyahou, visiblement prêt à tout pour aller au bout de la guerre qu'il mène depuis presque 2 ans. Alexandra Schwarzbord, on a parlé de la Cisjordanie, parlons de Gaza à présent. Donc, l'armée israélienne veut prendre le contrôle au sol de Gaza-ville. Emmanuel Macron le met en garde en disant que ça va conduire à un véritable désastre. Ça veut dire quoi d'ailleurs, prendre le contrôle? C'est-à-dire investir la ville de Gaza où il reste des hommes du Hamas et le vider de ses habitants palestiniens et de le contrôler totalement et d'essayer d'éliminer toute menace possible qui subsisterait du Hamas. Et aujourd'hui, Gaza, c'est quoi ? La ville de Gaza, c'est quoi? C'est un champ de ruines? C'est en partie un champ de ruines, mais dans lequel sont venus se réinstaller des Palestiniens qui en avaient été chassés au début de la guerre et qui sont revenus s'installer dans les ruines, vaille que vaille, mais qui ont l'impression, si vous voulez, qu'ils ont quand même retrouvé, même si ce sont des ruines, c'est quand même l'endroit où ils ont vécu, ils essayent de s'y réinstaller et c'est mieux qu'une tente, parfois, une ruine, et ils n'ont aucune envie d'en partir. Et surtout, ce sont des gens qui ont été déjà déplacés des dizaines de fois dans le froid ou dans la chaleur. Enfin, je crois qu'on peine à imaginer ce qu'est le quotidien de ces gens qui sont comme ça transbahutés de tentes en ruine, sans eau, très peu, obligés de faire des kilomètres tous les jours pour essayer d'avoir de quoi nourrir sa famille et au bout du compte risquer de se faire tuer par les soldats israéliens. Mais est-ce qu'au sein de Gazaville, il y a toujours des hommes armés du Hamas? Est-ce que ça veut dire que ces malheureux réservistes israéliens vont se retrouver à devoir faire des corps à corps face à des terroristes qui n'ont rien à perdre? Mais c'est pour ça que ça va être un bain de sang, et c'est bien ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron dans son message. Et tout le monde le dit, et même les militaires. Souvenez-vous, le chef d'état-major de l'armée israélienne, il y a quelques semaines, avait mis en garde, avait dit c'est de la folie. Et il a été obligé de ravaler ses critiques, parce que c'est un soldat. Et donc, il y va malgré tout, mais il sait que c'est un bain de sang, que ça va être un bain de sang. D'ailleurs, il y a eu hier une attaque contre des soldats israéliens par des hommes du Hamas, qui a été, je crois que c'est quelqu'un qui s'est fait, un Palestinien qui s'est fait exploser là où arrivaient plusieurs militaires israéliens. Et donc, des choses comme ça, si vous voulez, ça va se transformer en une espèce de guérilla urbaine. Et pour ça, les Israéliens sont pas très prêts. Et donc, il va y avoir beaucoup de morts chez les civils palestiniens, mais aussi chez les militaires israéliens. Et c'est pour ça que les réservistes sont en train de caler et de dire non, on ne veut pas y aller. Votre article, Israël appelle 60 000 réservistes pour envahir
la ville de Gaza. Mais alors, il y a des candidats pour aller au hachoir à Gazaville? Il y en a de moins en moins. Je crois qu'il y en a 42% des réservistes qui ne veulent pas y aller. Et le problème, c'est que ce n'est pas seulement 60 000, c'est tout de suite. Enfin, c'est dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais à terme, c'est 120 000 dont l'armée va avoir besoin s'ils veulent occuper durablement, investir durablement Gazaville. Et les 120 000, a priori, ils vont être impossibles à trouver parce que les hommes sont fatigués. Enfin, voilà, il y a quand même un épuisement de l'armée israélienne, même si ça paraît difficile de dire ça parce qu'ils se sont épuisés à beaucoup bombarder et tuer de civils. Et surtout, beaucoup commencent quand même à comprendre qu'il n'y a aucun sens à cette guerre, que s'il fallait en effet détruire les infrastructures militaires du Hamas, beaucoup a été fait, mais beaucoup commencent à comprendre que, en fait, cette guerre n'est utile qu'à maintenir Benyamin Netanyahou au pouvoir. Et donc, ils ne veulent pas mourir pour ça. Ils veulent bien mourir pour détruire les infrastructures militaires du Hamas. Ça, c'est important pour qu'il n'y ait plus de nouveau 7 octobre. Mais ils ne veulent pas mourir uniquement pour maintenir Benyamin Netanyahou au pouvoir. Mais Malouf, est-ce qu'au sein de l'opinion publique israélienne, certains s'interrogent et commencent à trouver que cette stratégie militaire de Benyamin Netanyahou est une fuite en avant qui n'a pas de sens et pas d'objectif à part que d'aller au hachoir face à des hommes du Hamas armés qui vous attendent dans des tunnels qu'ils connaissent par cœur, j'imagine. Tout à fait, ça commence. Je pense que ça n'aura pas des conséquences immédiates. Mais l'armée israélienne risque de faire à Gaza la même guerre qu'elle a faite au nord avec le Hezbollah. C'est-à-dire une armée régulière contre une guérilla qui attaque, qui contre-attaque, etc. Et ça, c'est très très mauvais parce que ça peut durer. Et comme on l'a vu dans l'expérience israélienne avec le Hezbollah, on a vu que en fait, ce qui a provoqué le retrait israélien du Liban en 2000, je rappelle quand même parce que l'histoire n'est pas très ancienne, c'est la société israélienne elle-même qui a fini par le revendiquer. Et il y a eu pas mal d'associations de mères en deuil, de mères en noir, etc., des soldats qui voulaient plus aller combattre dans le nord, etc. Et là, à mon avis, enfin, je m'avance un petit peu, mais s'ils vont vers une guerre d'usure, comme ça risque de durer. Il y a eu 2 millions, alors on ne sait pas très bien, parce que les chiffres varient sur entre 500 000 et 2,5 millions de manifestants dimanche dernier en Israël. Ça voudrait dire un quart de la population dans la rue pour protester contre la politique de Benyamin Netanyahou? Oui, en effet, oui. C'est énorme, un quart. C'est énorme, oui, et moi je ne m'attendais pas à ce chiffre, si les chiffres sont bons maintenant. Mais c'est comme 15 millions dans les médias comme tout le monde, mais ça veut dire quand même qu'il y a un refus total de la guerre. Et d'une manière générale, les sociétés, d'une manière générale, on l'a vu aussi au Liban avec la guerre contre le Hezbollah, étaient contre aussi la guerre de Hezbollah contre Israël. Donc là, on revoit le même schéma avec la société israélienne à Gaza, en effet. Anthony Bélanger? Non, alors, c'est compliqué d'analyser la société israélienne. La société israélienne veut ses otages. Et elle veut qu'un deal soit conclu à Gaza pour récupérer ses otages. Elle n'est pas forcément sensible à ce qui se passe à Gaza en soi. Même si elle a une tendance aussi à refuser de s'informer. Quand on regarde les sondages, en fait, il y a 80% des Israéliens. Oui, elle est sensible à ses enfants qu'elle peut perdre au combat. Tout à fait. Et ça montre une vitalité démocratique qui est remarquable malgré tout. C'est-à-dire qu'il y avait quand même effectivement 500 000 à 2 millions de manifestants dans les rues la semaine dernière pour réclamer un deal qui permettrait la libération des derniers otages. Enfin, je ne suis pas sûr que le sort des Palestiniens soit dans la balance. Deuxième chose, Benyamin Netanyahou va engager dans Gaza City pour les 6 mois qui viennent, parce que ça va durer 6 mois, c'est ce qu'il a dit lui-même, puisque les réservistes vont s'étaler jusqu'en février 2026. Le rappel des réservistes, c'est jusqu'en février 2026. Des dizaines de milliers de jeunes Israéliens. Il y aura toujours en permanence, dit l'armée israélienne, 130 000, à quelque moment que ce soit de cette période entre le début septembre et fin février, 130 000 jeunes Israéliens qui seront engagés dans la prise de Gaza City. C'est dire l'énormité de l'opération qui est en train d'être mise en place. Et comme Benyamin Netanyahou sait parfaitement que la société israélienne, qui déjà a affaire à la guerre la plus longue de son histoire. 22 mois, c'est incommensurablement plus long que n'importe quelle autre guerre israélienne. À la plus meurtrière de son histoire, côté palestinien bien sûr, mais enfin quand même, 60 000 à 65 000 morts.
il ne mesure peut-être pas, ou il mesure très bien à quel point l'engagement d'une guérilla urbaine peut être destructeur sur le tissu social israélien. Alain Pirot, on voit les moyens qu'engage Benyamin Netanyahou dans son entreprise. Question téléspectateur, quel est le but final de Netanyahou? Annexer la bande de Gaza et la Cisjordanie pour agrandir l'État d'Israël? Voilà, il faudrait que Gaza, au fond, soit vidé de ses habitants et devienne israélien? Mais j'ai pas le sentiment que les responsables israéliens qui sont aujourd'hui au gouvernement se cachent beaucoup de l'objectif final. L'annexion est très clairement assumée, l'expulsion des Palestiniens est même organisée. Une administration. On annonce une administration, en tout cas on espère une administration pour gérer cette situation. On parle même d'un camp qui serait organisé au sud en vue du départ à l'étranger d'un certain nombre de volontaires, s'il y en a. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait une grande... Alors, attendez, il y a 2 millions de Palestiniens qui vivent à Gaza. Ils iraient où? Mais ce qui est terrible, c'est que des négociations et des discussions sont menées depuis des semaines par des responsables du renseignement israélien avec des pays. Donc si vous en êtes à mener des discussions, le Soudan, on a évoqué l'Éthiopie, enfin... l'Égypte. La Libye. La Libye chaotique, sans autorité. Oui, la Jordanie. La Jordanie, enfin, donc c'est pas... En fait, on se réveille aujourd'hui un peu, mais en réalité, il n'y a pas de mystère. Et les responsables les plus durs, que vous avez montrés d'ailleurs dans le reportage, Smotrich ne se cache pas depuis des années. Ils sont au pouvoir, et d'ailleurs les manifestations, vous évoquez les 2 millions ou entre 500 000. Eux, quand vous les interrogez sur ces nombres et sur l'opinion, ils vous disent « mais nous avons raison ». Ils ne le savent pas encore. Et ils le verront dans les années qui viennent que nous avions raison. Parce qu'ils ont à dire qu'au fond, ce qui avait précipité le départ, le démantèlement des colonies à Gaza, a été une erreur compte tenu du 7 octobre. On leur avait dit, nous démantelons ces colonies parce qu'elles garantiront la sécurité d'Israël. Et eux vous disent, ben non, le 7 octobre est arrivé, donc c'est la preuve. En faisant fi de tous les événements qui ont pu se dérouler, de la manière dont les Palestiniens peuvent être considérés en Cisjordanie. Et Alexandra Schwarzbord, est-ce qu'on peut imaginer le plan? C'est rendre la vie insupportable à Gaza pour que d'eux-mêmes, les Gazaouis, se disent en fait il n'y a d'autre solution que l'exil, parce qu'ici, je n'ai pas d'avenir pour mes enfants. Ah bah il y a en partie oui bien sûr cet objectif, c'est de les pousser à partir, voire les faire partir, peut-être pas très civilement, mais bien sûr. Alors on ferait par bateau. Il restera un petit camp, un camp où subsisteront des Palestiniens. Oui bien sûr, les faire partir par bateau, n'importe quel moyen. Là ils sont prêts à offrir de l'argent à tous les pays qui accepteront de les. Et il y en a qui répondent positivement. Pour l'instant j'ai l'impression qu'ils font plutôt chou blanc. L'Égypte et la Jordanie se battent comme des chiens pour éviter ça, parce qu'ils ont trop peur que ça déstabilise leur régime, leur pays, qui sont déjà dont on sait que l'équilibre est quand même très 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 fragile. Sisi mène du main de fer l'Égypte. Il n'a pas du tout envie de voir arriver des Palestiniens. La Jordanie, qui est composée à 60%, je crois à peu près, de Palestiniens, n'a pas du tout envie d'en recevoir d'autres. Le Liban... Est-ce qu'on ne pourrait pas d'ailleurs reprocher à l'Égypte de ne pas venir en aide aux frères palestiniens qui souffrent tant de l'autre côté de la frontière? On peut reprocher à beaucoup de pays de pays arabes de ne pas faire grand-chose pour l'instant. Alors l'Arabie Saoudite travaille avec la France pour justement pour la reconnaissance de cet État palestinien, mais ce n'est pas assez. Franchement, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui a passé, je ne sais plus, 300 milliards de dollars de commandes à Donald Trump lors de son dernier voyage en Égypte, il a des moyens de mettre dans la balance, de dire voilà, moi je vous passe 300, quand on sait à quel point Donald Trump est accro au business, il n'y a que ça qui compte pour lui. Je pense quand même que le prince héritier d'Arabie Saoudite a des moyens de pression sur les États-Unis pour que celui-ci essaye de freiner le bras de Netanyahou, mais il n'a pas l'air de bouger beaucoup. La reconnaissance de l'État palestinien qu'il veut entreprendre avec Emmanuel Macron, c'est bien, c'est formidable, c'est mieux que rien. Mais bientôt, il n'y aura plus rien à reconnaître. Il n'y aura plus rien. Alors d'abord, reconnaître un État, c'est pas forcément... On peut reconnaître un État sans avoir à reconnaître un territoire. C'est indépendant diplomatiquement. Mais je voudrais quand même revenir sur le paradoxe. Écoutez,
Israël détruit la bande de Gaza. Et ce serait de la faute des Arabes s'ils n'étaient pas solidaires avec les Palestiniens. Quand on a son frère qui souffre, on lui vient en aide, même si... Les Arabes, les États arabes voisins d'Israël ont quand même été habitués au fait que les réfugiés palestiniens, quand ils arrivent dans leur pays, ils ne retournent jamais en Israël. Donc ils ont déjà faire le jeu d'Israël au fond que de les accueillir. C'est-à-dire, vous détruisez entièrement la bande de Gaza, tous les moyens de subsistance, tous les moyens d'avenir, les hôpitaux, les écoles, les points d'eau, le 70% du bâti, et ensuite vous reprochez aux Arabes de ne pas accueillir vos frères. Faut pas confondre les bourreaux et les victimes quand même. Premièrement, et deuxièmement, à chaque fois qu'Israël a expulsé d'une manière ou d'une autre, une première fois en 48, une deuxième fois en 67, et donc une troisième fois aujourd'hui, c'est les États arabes qui devaient les accueillir, et ils savent très bien que ça finit par... Ce sont des gens qui n'ont plus jamais le droit au retour, qui ne reviendront pas ni à Gaza, ni en Israël. C'est créer un deuxième traumatisme, un troisième traumatisme, une deuxième Nakba, comme disent les Palestiniens, c'est-à-dire l'expulsion des Palestiniens de leur terre et de leur maison depuis Israël. Une troisième Nakba, encore une fois. Je crois qu'il faut un peu se calmer et revoir les choses avec mesure. Mais le transfert de la population palestinienne n'est pas aussi simple que ça non plus. 2 millions de personnes, oui, on imagine que logistiquement... Il y a quand même la médiatisation de tout ça, il y a quand même le droit humanitaire, il y a quand même... Donc ça ne se fera jamais. Même si c'est une certaine communauté internationale qui est là, c'est pas aussi simple que ça. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi que les Palestiniens veuillent partir. Parce que pour l'instant, personne ne veut partir. Même avec la situation catastrophique actuelle, ils ne le veulent pas. La troisième chose, je pense que pour l'instant n'est pas une priorité, même si on en parle, la priorité, c'est vraiment casser l'infrastructure du Hamas. Tout ce qui bouge, pas uniquement sur le plan militaire, mais tout ce qui bouge concernant le Hamas, il faut le casser. Je pense qu'Israël a en tête le départ des Fatah et de commandos palestiniens en 82, il ne faut pas oublier, et qu'ils ont réussi à les faire partir. La première fois, ils n'ont pas réussi. La deuxième fois, ils ont réussi avec des moyens militaires colossaux. Et on a en tête, en effet, ceci pour pouvoir réussir cette fois-ci avec le Alain Pirot, un mot sur les mots très durs qu'a eu Netanyahou à l'encontre d'Emmanuel Macron. Donc la France qui ambitionne de reconnaître l'État de Palestine, qui dit « Votre appel à un État palestinien alimente ce feu antisémite ». Comment interpréter la virulence des propos de Netanyahou, qui est même critiqué, j'entendais par les rabbins en France, etc. C'est pas quelque chose de nouveau. Voilà. C'est-à-dire que... C'est signe de quoi ? C'est signe d'un refrain qui est utilisé régulièrement par Netanyahou dès lors que la France, sur un certain nombre d'aspects diplomatiques, se montre véhémente. 2015, si je me rappelle, c'était l'intervention de Netanyahou, c'était de dire aux Juifs de France, il est temps de quitter le territoire et de vite nous rejoindre. Ça n'avait pas marché d'ailleurs. Mais je veux dire que ce refrain, il est utilisé depuis très longtemps. Et si on voulait chercher dans l'histoire, il est même utilisé depuis 67. Au fond, quand De Gaulle a ces mots lors d'une conférence de presse suite à la guerre des 6 jours, en réalité, déjà à l'époque, on va accuser le général De Gaulle d'antisémitisme. Et c'est le rabbin Kaplan qui ira le voir pour lui poser la question. C'est le signe que la voix de la France porte comme au temps du général de Gaulle, voilà. Alors, je serais plus nuancé là-dessus. Non, mais pour qu'elle agace, ça veut dire qu'elle a eu un certain écho, cette initiative d'Emmanuel Macron, pour qu'elle agace à ce point. Non, le poids de la France au Proche-Orient pourrait avoir été correspondant comme Alexandra. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on voit que le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie envisagent à leur tour de reconnaître l'État de Palestine. Oui, de ce point de vue-là. Et il est bien de réveiller, du point de vue de Netanyahou, l'histoire tumultueuse de la France, à des moments clés de son histoire, sur la manière dont elle a participé à la solution finale. Le feu, donc Emmanuel Macron qui alimente le feu antisémite en reconnaissant l'État de Palestine, c'est ce que dit Benjamin Netanyahou. C'est là où Netanyahou est totalement, c'est une contre-vérité absolue, parce que s'il y a quelque chose, au contraire, qui peut apaiser un peu la situation à la fois là-bas et ici, c'est la création d'un État palestinien. Pourquoi ? Parce qu'un État palestinien, c'est tout ce dont a
peur le Hamas, parce que le Hamas ne vit que de la violence, de la peur. Ouais. Un État palestinien, ça signifierait la fin du Hamas, parce que il ne pourrait pas trouver sa place. Et un État palestinien, ça veut dire qu'il y a un État israélien à côté. Donc, c'est vraiment le but de cette reconnaissance d'un État palestinien, c'est que ces deux États, ces deux peuples vivent côte à côte et en paix. Alors ça paraît comme ça utopique, surtout prononcé aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît, ça paraît même irréalisable. Mais en même temps, il faut aujourd'hui plus que jamais, je pense, se projeter, se fixer un horizon. Parce que là, tout n'est que destruction, tout n'est que exil, déportation. Enfin, on est vraiment dans il n'y a plus d'espoir. On entendait d'ailleurs ces Palestiniens parler, ils n'ont plus d'espoir. Ni pour eux, bien sûr, mais encore moins pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Là, il faut proposer un horizon. Alors, beaucoup disent, mais on ne peut plus faire d'État palestinien. Mais un État palestinien, c'est une décision politique. Le jour où il y a en Israël un dirigeant intelligent qui se projette, intelligent, je pense que Benjamin Netanyahou est intelligent, mais en tout cas un dirigeant qui parvient à se projeter dans l'avenir et à comprendre que l'avenir, ce n'est pas la destruction d'aujourd'hui qui est en train de provoquer de la haine et de la haine qui va se transmettre encore dans les générations, mais au contraire se projeter dans l'avenir et avec deux États qui pourront vivre côte à côte. C'est ça le but. Et ce jour-là, le jour où il y a un dirigeant qui accepte ça, où il y a une décision politique, eh bien une colonie, ça se démantèle. Des autoroutes, ça se détruit. Des checkpoints, ça se détruit. Ouais. Et il y aura moyen il faut arrêter de dire on ne pourra plus faire un État palestinien. Je pense que c'est une décision purement politique et il faut garder à l'esprit que ça pourra se faire un jour. Et c'est pour ça que Benjamin Netanyahou, ça le rend fou furieux, cette idée. Parce qu'il sait bien que un État palestinien, ça permet de garder un ersatz d'espoir de quelque chose. Et on y était arrivé quasiment. Je rappelle quand même qu'en 91, les accords d'Oslo, et on était arrivé quasiment à cela. Presque, 93, pardonnez-moi. Les accords d'Oslo, c'était quasiment ça. C'était la reconnaissance d'une entité palestinienne et des négociations vers la création d'un État palestinien. Et que tout ce dont on parle aujourd'hui... Et les extrémistes l'ont torpillé. Par contre, les extrémistes et la droite israélienne, je pense, qui ont un autre agenda. Et clairement, il y a deux projets de société qui s'opposent. Et c'est ça que va offrir Netanyahou aux électeurs israéliens, aux prochaines élections qui auront lieu en 2026 ou un peu avant, si la Knesset est dissoute. C'est d'un côté un État palestinien à côté d'un État israélien. De l'autre côté, mon projet politique qui est, d'une certaine manière, du Jourdain à la Méditerranée, Israël. Alors, on n'y est pas. En attendant, cette offensive israélienne à Gaza aura-t-elle lieu? Le monde entier retient son souffle et observe chaque jour un peu plus la population de Gaza s'enfoncer dans l'horreur. Une équipe de C'est dans l'air a rencontré Amande Bazrol. C'est la coordinatrice au sein de Médecins sans frontières. Elle a passé plusieurs mois dans l'enclave et témoigne de l'ampleur sans précédent de la crise humanitaire entre bombardements et famine. Sujet de Constance Meyer, Stéphane Lopez et Joanne Mavier. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui que je travaille avec Médecins sans frontières et ma première mission était à Gaza. Depuis le 7 octobre, Amande Bazrol est retournée 2 fois dans le territoire palestinien. Gaza, c'était une grande ville, c'est une ville qui était très vibrante, avec des restaurants, des gens qui sortaient. Tout ça, ça a disparu en fait de Gaza. On a l'impression d'être dans un film en noir et blanc. Il n'y a plus de... Voilà, c'est monochrome, c'est gris. Ces dernières années, elle a supervisé les activités médicales et la sécurité des équipes sur de nombreux terrains de guerre. 80% du bâti est soit complètement détruit, soit endommagé. Et donc aujourd'hui, on a des camps de fortune partout dans la ville, y compris dans les décombres des immeubles, au risque que ça s'écroule. Je n'ai jamais vu une destruction pareille dans aucun contexte de guerre. Il y a toujours des frappes systématiques israéliennes tous les jours, y compris dans des zones où nous vivons, où nous sommes, qui sont censées être les zones sécurisées, où on demande aux gens de se déplacer en disant « Allez ici, vous êtes en sécurité ». Les hôpitaux aussi sont pris pour cible. Moins de la moitié d'entre eux sont encore partiellement opérationnels. Des attaques auxquelles s'ajoutent de graves pénuries de médicaments et de matériel. Nous, dans l'aile que l'on soutient, on a 72 lits. Aujourd'hui, on a 165 patients.
Donc on a des patients par terre, on doit faire les soins par terre, on n'a pas assez de matelas, les gens viennent avec leurs matelas. Enfin, c'est vraiment une situation extrêmement compliquée aujourd'hui pour les patients, avec le risque d'infection qui est évidemment, donc on fait tout pour essayer de sauver souvent des membres, mais qui risquent de perdre suite à des infections après. Depuis des mois, les Gazaouis manquent de tout. Première nécessité, l'eau. MSF distribue de l'eau parce que sans eau, les gens vont mourir. Et en fait, l'eau à Gaza n'est pas potable. Donc, on est obligé de limiter. Donc aujourd'hui, on reste à 6 litres d'eau par jour et par personne, d'eau potable. On est vraiment sur des ratios d'urgence depuis quasiment 2 ans. Il n'y a aucun aliment frais, c'est une alimentation qui n'a en plus aucun nutriment. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est 30% des Gazaouis sont dans la malnutrition aiguë. Et ça veut dire que les autres sont en train d'y arriver, vont tomber dedans, il n'y a rien pour l'empêcher. On voit qu'il y a déjà des morts dues à la malnutrition. Aujourd'hui, les seules distributions alimentaires sont organisées par une ONG proche d'Israël. Mais les camions sont insuffisants, le chaos constant et les tirs de l'armée israélienne récurrents. Pour MSF, ces distributions sont un piège. Pour nous, c'est à dessein. C'était à dessein pour attirer les hommes, pour pouvoir les hommes valides, pour pouvoir décimer cette population. On constate que les tirs qui sont faits sont vraiment à destination, ciblés sur le cou, sur la tête. Vraiment, c'est fait pour tuer, c'est fait pour mettre en incapacité les gens. Donc, ce qu'on constate, que ça a vraiment été une volonté politique et militaire, ces centres de distribution qui ne sont pas du tout humanitaires et qui sont là pour tuer. La nouvelle offensive de Benyamin Netanyahou pourrait encore aggraver la situation. Pour les humanitaires, les dirigeants internationaux doivent faire plus. Aujourd'hui, la situation est tellement critique qu'ils ne peuvent pas regarder ailleurs. Donc, il y a un certain soubresaut. Mais ils ont tellement laissé faire pendant des mois qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à avoir une incidence aujourd'hui sur ce qui se passe. On le sait, aujourd'hui, c'est dans la main du président américain qui est le seul à pouvoir arrêter cette guerre et à faire pression sur les autorités israéliennes, qui à nouveau ne représente pas du tout la population israélienne, on le voit, qui ne veut pas continuer dans cette guerre, qui le dit haut et fort et qui n'est pas non plus entendu par les autorités et par le Premier ministre. Malgré le danger, Amande Bazrol est prête à repartir à Gaza dès que possible. 12 humanitaires de Médecins sans frontières y sont décédés depuis le 7 octobre 2023. Mais Malouf, on entendait la responsable de Médecins sans frontières dire que la distribution alimentaire était un piège. C'est-à-dire que cette fondation américaine, je crois, qui est censée apporter le peu d'aide qui parvient à Gaza, est là, en fait, pour traquer et décimer les hommes valides ? Oui, mais ce n'est pas l'objectif, j'imagine, premier des autorités israéliennes, à mon avis. Déjà qu'on a commencé à ouvrir les portes pour pouvoir avoir de l'aide humanitaire, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, évidemment, dans le contexte actuel, il va y avoir... Et pourquoi ça n'est plus il va y avoir de la casse. Et quand on parlait de l'État palestinien tout à l'heure, mais la diplomatie n'est pas très loin, elle est aussi derrière. Plus on va vers... le mois de septembre et la déclaration d'un État palestinien, plus le cas humanitaire à Gaza va quand même sombrer. Donc il y a pas de, c'est lié. Gaza n'est pas complètement déconnecté de la Cisjordanie. On a tort quand on pense à Gaza, ce qui se passe à Gaza, etc. Puis on oublie ce qui se passe en Cisjordanie. Alain Pirot, pour revenir sur la situation à Gaza, je cite RFI, guerre et famine à Gaza, personne ne tiendrait un seul jour dans ces conditions. L'été, alors en plus il a fait très chaud. Il a fait très chaud. Hein. Oui, il a fait plus. Vous parliez de la température en Europe, elle a été très forte là-dessus aussi. Vous étiez à plus de 40 degrés la semaine dernière et il n'y a quasiment pas d'eau. Donc, et l'eau potable qui pouvait exister même avant la guerre, hein, on croit souvent que les choses se sont détériorées avec la guerre. L'eau potable était très difficilement accessible déjà avant la guerre. Donc, quand vous voyez ces images de destruction, vous imaginez bien que l'infrastructure en eau est inexistante. Qui dit des températures aussi élevées et pas d'eau, des déshydratations par milliers, et surtout des cas d'infection. En fait, ce qui est très fort, c'est le taux de moyenne constaté par les ONG sur les infections, plus de 10 000 par semaine.
de nouveaux cas d'infection, et vous avez, ce qui a été très bien dit, les pénuries de médicaments, qui sont, sur certains médicaments, plus de 70% des médicaments sont inexistants. Donc vous imaginez le cocktail, en fait, tout ça mélangé. Même si on n'a pas de témoignage direct, parce que les journalistes ne peuvent pas aller à Gaza. Non, mais là, vous en aviez un. Oui, alors les journalistes occidentaux, je voulais dire. Non, mais vous avez les journalistes palestiniens, il y a toute une bisbille, on voit encore ces derniers jours sur le fait que... Pourquoi est-ce que Tsahal interdit la présence de journalistes? Enfin, je sais pas, nous, on peut aller sur la médiatisation. Pour brouiller l'information, bien évidemment. Et puis, brouiller aussi la possibilité selon lequel c'est pour la sécurité des journalistes occidentaux. Oui, enfin ça, je l'ai entendu des dizaines de fois quand on y était, mais il est certain que... Donc c'est quoi, c'est silence, on tue? Il y a une anecdote sur les survols survols d'aide humanitaire qui ont été faits par des avions internationaux ces dernières semaines. Israël n'a pas du tout accepté l'idée que des journalistes étaient embarqués dans les avions et puissent filmer l'étendue des dégâts et a envoyé un certain nombre de messages à des états-majors en disant plus aucun journaliste dans ces avions pour filmer l'étendue des dégâts, sinon vous n'aurez pas l'autorisation de survol. Ça veut dire beaucoup. D'ailleurs, Anthony Bélanger, est-ce qu'on a une idée du nombre de morts, de qui est mort, de la répartition? Alors, figurez-vous qu'il y a 1 heure à peine, un scoop du Guardian. Du Guardian, le journal anglais. Le journal anglais, aristocratie de la presse, avec Libération pour la France et Le Monde. Mais en l'occurrence, le Guardian, assisté de presse israélienne, a obtenu des documents secrets de la presse, de l'armée israélienne, qui est absolument ahurissant. L'armée israélienne elle-même donne les chiffres suivants. En termes de morts de combattants du Hamas, 9000, c'est-à-dire un tiers de ceux qui, au début du conflit, étaient censés composer l'armée du Hamas, un tiers, pas plus. En termes de morts en général, ils reprennent les chiffres du Hamas. L'armée israélienne dit dans ses documents, publiés par le Guardian, tout le monde peut aller les voir, là ils sont en ligne depuis 1 heure, ils reprennent les chiffres du Hamas en disant oui, ils sont extrêmement bons. Ils sont tout à fait légitimes. Alors on parle de quoi, de 65 000? On parle donc de 65 000 morts depuis le début des opérations à Gaza, depuis il y a 2 ans et demi. Ces chiffres qui ont été systématiquement contestés. Dont seulement 9 000 combattants du Hamas. Ça fait 83% de civils dans l'ensemble de cette population. Et ce qui est fascinant, j'aimerais quand même qu'on mesure bien. Ces chiffres du Hamas qu'on nous a reproché pendant des années, des mois et des mois d'utiliser, pour lesquels on se battait pour dire le Hamas n'a aucune raison de les trafiquer ni de les minorer, ils parlent en eux-mêmes. L'armée israélienne les utilise. Et ce qu'il faut dire aussi, ça rejoint votre question sur les journalistes. On voit bien que les journalistes palestiniens sont tués. Il y a beaucoup de journalistes palestiniens tués. Encore il y a 15 jours, cette équipe de 5 ou 6 journalistes d'Al Jazeera qui a été sciemment ciblé. Alors Israël dit c'était des agents du Hamas. Oui, mais c'est toujours des agents du Hamas. Voilà. Le lendemain, une fois que les personnes sont mortes, on dit que ce sont des agents du Hamas et comme ça l'affaire est réglée. Mais on voit bien qu'il y a eu plus de 200 journalistes palestiniens tués depuis le 7 octobre à Gaza et que ça continue. C'est-à-dire comme si il ne fallait pas y avoir de témoins. C'est pour ça que le témoignage que vous venez de diffuser de cette femme de Médecins sans frontières, qui a été sur place, parce qu'on entend beaucoup, vous les journalistes qui n'êtes pas allés là-bas, vous reprenez ce qu'on vous entendez du Hamas, vous vous faites manipuler. Mais cette femme, elle était sur place, elle a risqué sa peau, elle a vu de ses yeux des enfants mourir, des femmes mourir, des hommes mourir, des gens qui n'avaient plus de médicaments. Elle a vu, et vous voyez comment elle en parle, avec une espèce c'est terrible quand on l'entend, parce qu'elle est calme, mais on sent dans son regard et dans ses paroles à quel point ce qu'elle a vu là horrifiée et surtout comment elle est prête à repartir, à risquer sa peau parce qu'elle est une des rares à pouvoir témoigner. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Ce sont des gens qui témoignent de l'horreur de ce qui est en train de se passer là-bas. Par ailleurs, il y a une petite note de racisme quand même, parce que si sur place, il y a plus que des fixeurs ou des journalistes palestiniens ou des gens qui travaillent pour des chaînes palestiniennes ou arabes. Et donc, l'idée, c'est quand même de dire, de toute façon, ils sont
ils sont soit du Hamas, soit partie prenante du truc, donc ils disent un peu n'importe quoi. Imaginez si effectivement des journalistes de l'AFP, de Libération, du Monde, enfin bref, étaient sur place et transmettaient à ceux qu'ils voyaient, ça donnerait une toute autre crédibilité à ce que diraient ces journalistes. Mais je voudrais revenir sur les chiffres qu'avancent les sources israéliennes et leur crédibilité. Moi, j'ai rencontré ce problème-là pendant des années et des années. Que ce soit dans mes publications ou dans mes conférences, etc., quand je sortais des chiffres, et c'est très très difficile de sortir des chiffres quand on travaille sur ces terrains-là, et lorsque les chiffres ne venaient pas de sources israéliennes, on me disait non, c'est pas possible. Et je me souviens parfaitement lorsque j'ai travaillé, et je travaille toujours sur la colonisation, qui est un sujet super médiatisé maintenant, et j'expliquais comment se passait la colonisation. Vous avez commencé par me poser cette question d'ailleurs aujourd'hui, et j'expliquais comment ça se passe à Jérusalem, autour de Jérusalem, en Cisjordanie, etc. Les gens ne me croyaient pas, en me disant non, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Donc il fallait que je trouve des sources israéliennes, mais ça tarde. Bon, mes sources étaient de Cisjordanie, donc palestinienne, et en effet, je voyais la concordance des chiffres plus tard, et c'est ce qui arrive en ce moment en fait. Alexandra Schwarzbrod, question de Philippe. Éradiquer le Hamas, c'est peu probable. Tous ces jeunes Palestiniens qui souffrent aujourd'hui ne seront-ils pas les combattants de demain ? C'est ce dont on a tous peur, hein, bien sûr. Et c'est ce que je disais en évoquant ce Premier ministre israélien idéal qui comprendrait enfin à quel point il met son peuple en danger en perpétrant les générations. En perpétrant, en poussant, en transmettant cette envie de vengeance de génération en génération. C'est ce cycle mortifère qu'il faut arrêter. C'est ça qu'il faut arrêter. Et même, c'est aussi une mise en danger des Juifs dans le monde entier, qui peuvent être assimilés aux extrémistes israéliens. Et donc, c'est ça qu'il faut arrêter. C'est cette haine qui monte, et la jeunesse du monde entier qui a la haine. Et ça, c'est dramatique. Et bien justement, on va en parler. Ce conflit israélo-palestinien qui, depuis le 7 octobre, enflamme particulièrement le débat en France et divise la classe politique. La France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon sont régulièrement accusés d'attiser l'antisémitisme, notamment par certains socialistes. Le député Jérôme Guedj en a dit avoir été victime. Et vous allez le voir, pour lui, la réconciliation est tout simplement impossible. Reportage de Lucas Campisi et Arnaud Fora. Un passé commun, une amitié au sein du PS. Mélenchon, Guedj. Depuis plusieurs mois, le divorce politique est consommé. Échange virulent. Un lâche de cette variété humaine que l'on connaît tous, les délateurs. Sur fond de conflit israélo-palestinien. J'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès, que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite. Pour LFI, le député PS est trop frileux dans sa défense de Gaza, trop complaisant avec Israël. Il a dit que nous étions des idiots utiles du Hamas. Et depuis, il n'a cessé de nous traiter d'antisémites, etc., parce que nous étions contre le génocide, etc. Pour Jérôme Guedj, depuis le 7 octobre, les Insoumis franchissent régulièrement la ligne rouge. Ils refusent donc l'accord du nouveau Front populaire lors des législatives. Face à lui, une candidate LFI est inscrite. Les choses se sont cristallisées parce que j'ai voulu incarner ce qui est orthogonal, antagoniste avec ce qu'il porte aujourd'hui, à savoir à la fois l'universalisme et une forme de nuance pour être entendu, pour essayer de rassembler et pas pour s'enfermer un camp contre l'autre. Voilà. Malheureusement, dans le conflit israélo-palestinien, son importation sur notre sol, c'est le contraire de ce que je considère être utile si on veut vraiment aider et les Israéliens et les Palestiniens dans la période. Le député assume l'affrontement politique, mais s'inquiète d'amalgames et d'allusions à ses origines juives. En ligne de mire, ce pamphlet où Jean-Luc Mélenchon lui consacre quelques lignes. Il plaide désormais pour un entre-deux entre génocideurs et prétendus partisans de l'effacement d'Israël. On voit clairement une honte émerger de ses couinements. L'ambiguïté du propos est un signe dans son milieu de fanatisme où le retient la laisse de ses adhésions. Le 1er mai dernier, Jérôme Guedj est exfiltré des cortèges. Des tensions répétées avec les militants de gauche, conséquence des attaques personnelles de Jean-Luc Mélenchon, dit-il. Je le vis mal parce que c'est jamais agréable de se faire comme ça désigner du doigt, avec l'agressivité et puis avec tout le sous-texte qu'il y a derrière. Hélas, dans ces manifestations qui sont très recroquevillées, il y a les noyaux les plus
les plus radicalisés. Et d'ailleurs, le drame, c'est que du coup, il y a plein de gens qui ne veulent plus aller dans ce type de manifestation. Au nom d'un vieux principe, si tous les dégoûtés s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants. Bonjour tout le monde. Le 1er mai, les insultes et tout, je trouve ça horrible. Des baffes, il y a des coups de pied au cul qui manquent. Hein. Je suis d'accord. Pour ses sympathisants socialistes, LFI se trompe de stratégie. Le conflit israélo-palestinien ne fera pas gagner la gauche aux élections. Alors Jérôme Guedj vante lui la scission et un PS plus autonome qui assumerait ses idées sur la politique sociale et fiscale française. Il y a une minorité excitée, agissante, qui n'aime pas le débat, la confrontation, la dispute apaisée. Bon, je trouve que ça se rétrécit. Bon, tant pis, on fera sans eux. Moi, je veux une gauche crédible, une gauche courageuse, une gauche responsable, qui ne veut pas dire une gauche édulcorée, qui est une gauche modérée. Ah, non, simplement, on doit être, encore une fois, dans cette confrontation raisonnable avec nos adversaires, parce que sinon, si on aboie trop, plus personne ne vous entend. Voilà. Et la gauche, elle s'abîme quand elle aboie trop, parce qu'à la fin, les gens disent « Non, on ne comprend rien à ce qu'ils disent ». Au dernier congrès du Parti socialiste, la liste soutenue par Jérôme Guedj a échoué face à celle d'Olivier Faure. Alors, question de Sylvie à Paris. Pourquoi les Juifs du monde entier sont-ils toujours tenus pour responsables de ce qui se passe avec Israël, quelle que soit leur nationalité ? C'est bien tout le souci. Le souci, c'est qu'il y a un vrai enjeu d'un point de vue israélien et de Netanyahou, qui est de rallier à Israël les communautés juives des pays occidentaux où elles sont les plus nombreuses. C'est pour ça qu'il s'attaque à la France, à la Grande-Bretagne. Avec l'objectif de les faire revenir en Israël ? Bien sûr, ça c'est pas nouveau. On en parlait tout à l'heure. C'est vraiment l'objectif. Il a toujours dit. Rappelez-vous, en 2015, au moment des attentats antisémites, entre autres, à Olivier Kacher, il avait expliqué que la place des Juifs français était en Israël et pas en France. Scandale à l'époque de François Hollande de tout l'arc politique. C'est pas pour rien qu'il s'adresse donc à la France, première communauté juive d'Europe, à la Grande-Bretagne, deuxième communauté juive d'Europe, à l'Australie, près de 100 000 juifs en Australie, au Canada, 250 000 juifs, 300 000 juifs au Canada. Ce sont des communautés énormes. Et il essaye de leur expliquer que ces pays qui sont en train, les uns après les autres, de rejoindre la France pour reconnaître l'État de Palestine, justement parce qu'ils veulent apaiser la situation à l'intérieur, offrir à chacune des communautés juives et aussi de culture musulmane, au sein de leur population, une espèce d'équilibre, d'une certaine manière, un jugement de Salomon, au sein de leur propre population, essayer de les convaincre qu'en fait leur place n'est plus dans chacun de ces pays respectifs. Et il s'en est pris très violemment à la France, Benjamin Netanyahou, et très violemment aussi à Keir Starmer, pour cette raison-là. Mais Malouf. Oui, la venue des communautés juives en Israël, c'est une question très ancienne, depuis le premier Aliyah, bien évidemment. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point Benjamin Netanyahou va encore en fait respecter ceci, dans la mesure où, selon les chiffres que nous avons aujourd'hui, le taux d'émigration des Juifs israéliens qui partent d'Israël, il est entre 80 000 et 85 000 depuis un an ou deux en Israël. Les gens Israéliens partent et viennent en Europe. Ouais, parce que c'est trop, ils en ont assez de la guerre. Ils en ont assez de la guerre. Ils se disent exactement la même logique utilisée d'ailleurs par les Palestiniens. On en a assez. On ne sait pas où on va. Je ne veux pas que mes enfants voient ça, voient la guerre. Y compris d'ailleurs des personnes une personne que je connaissais à Bethsalem, l'ONG israélo-palestinien avec qui je travaillais, en disant je n'ai plus d'espoir ici. Je ne veux pas que mes enfants vivent dans cette ambiance-là. Et ils viennent en Europe. Beaucoup sont venus s'installer en Grèce et en Italie pour l'instant. En cachant le fait qu'ils sont de confession juive, pour ne pas... Encore hier, dans les Alpes, là, il y avait un rassemblement juif, et les voitures ont été taguées Free Palestine. Oui, mais c'est ça qui est terrible. On sent bien cette ambiance de haine qui monte. Et c'est ça le drame, l'autre drame pour Israël. Et là, Benjamin Netanyahou est directement responsable. C'est que tous les gens un peu ouverts, tous les gens qui sont tous les universitaires, tous les artistes, tous ceux qui seraient prêts à vivre aux côtés des Palestiniens, ceux-là, ils s'en vont parce qu'ils voient bien que c'est fini. Ce rêve-là, c'est terminé.
en tout cas terminé. Pour les 10 ans qui viennent. Je ne suis pas sûre que nous, on le verra, mais ce rêve-là, pour l'instant et pour un moment, il est terminé. Et donc, il ne va rester en Israël que cette partie, radicale. Les religieux, beaucoup, qui sont en train de monter de plus en plus. Il y a de plus en plus de religieux. Il suffit d'aller se promener à Jérusalem, qui autrefois était assez mélangée. Aujourd'hui, c'est une ville très religieuse. Et donc, il va y avoir les religieux, les colons, les extrémistes. Et c'est vraiment ces deux Israëls qui s'opposent. Et il y en a une, donc cet Israël laïque et ouvert sur les autres et partageuse, celle-là, elle voit bien que pour l'instant, elle n'a pas d'avenir et donc elle va s'en aller. Et on ne parle pas du sort des Arabes israéliens. Je crois qu'ils représentent quoi, 20% de la population, ouais, à peu près. Donc ce sont des gens de confession musulmane, mais qui ont le passeport israélien. Chrétien, oui. Ou chrétien. Il y en a beaucoup de chrétiens aussi. Et alors eux aussi, ils sont de plus en plus stigmatisés et vivent de moins en moins bien, on vit de moins en moins bien le vivre ensemble, comme on dit. Ça a toujours été une vie très particulière. Où vous allez à Sarknin dans le nord, où vous avez une très grande communauté justement d'Arabes israéliens. Leur club de foot avait été une époque vainqueur du championnat israélien. C'était presque une vengeance interne sur le sort. Donc c'est une question très épineuse et ils vivent très mal. Mais ça fait aussi partie des paradoxes. Quand vous allez dans une mairie, dans ces villes-là, vous pouvez avoir le portrait de Netanyahou et un attachement à l'État palestinien. Donc c'est toute la complexité de cette région. Je trouve que les Arabes israéliens la représentent. Mais c'est un vrai sujet. Alors ils préfèrent qu'on les appelle les Palestiniens d'Israël que les Arabes israéliens. Parce que justement, pour avoir ces deux identités, et je pense que ce sont des gens qui sont très attachés à ces deux identités, en tout cas jusqu'à une date récente, très attachés aux deux. C'est-à-dire qu'ils se sentent à la fois très palestiniens, c'est-à-dire que les Palestiniens sont leurs cousins, mais ils se sentent aussi israéliens. C'est-à-dire preuve que la coexistence, elle peut. Mais bien sûr. Mais bien sûr. On l'a en laboratoire, là. Mais évidemment, mais quand on discute avec eux, quand on va se balader là-bas, il y a tout pour qu'ils puissent vivre ensemble, Palestiniens et Israéliens, en paix. Mais simplement, il y a cette espèce de transmission de la haine et de la vengeance qu'on n'arrive pas à casser. Et encore une fois, ça a été possible. 93. Ce Premier ministre israélien dont vous rêviez, il a existé, il s'appelait Yitzhak Rabin. Qu'est-ce qui a rongé tout ça? Et ça, moi, j'y reviens toujours. Le cœur de ça, le cancer de ça, c'est la colonisation. C'est vrai. C'est ça qui a rongé la société israélienne. En Cisjordanie? Ah, mais partout. Enfin, c'est cette mentalité, cette idéologie de récupérer les territoires palestiniens, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. C'est quoi, c'est biblique? Pourquoi c'est à la fois biblique et c'est aussi, et il n'y a pas que la droite israélienne, parce que le premier qui a lancé la colonisation, c'est Shimon Peres. C'est comme Poutine, cette terre est à nous, je vais la récupérer. C'est qu'il faut qu'on récupère au fur et à mesure le plus possible de terre. Oui. En juillet dernier, il a été demandé à la Knesset, au Parlement israélien, de voter sur la souveraineté d'Israël sur la Judée-Samarie, c'est-à-dire la Cisjordanie. Il s'est trouvé 71 députés pour voter pour, c'est-à-dire plus de la moitié, bien au-delà de la coalition que de Benjamin Netanyahou. Et je reprendrai le mot d'Aimé Césaire, la colonisation, ça barbarise le colonisateur en même temps que le colonisé qui se voit barbarisé. Allez, tout de suite on revient à vos questions. Alors, Samy, Netanyahou ne semble pas prêt à reculer, soutenu par Trump avec son projet de Riviera. Pourquoi s'arrêterait-il? Est-ce que Trump est le catalyseur de ce qui se passe en ce moment? En tout cas, la voix américaine est prépondérante dans cette région. Il n'y a pas une chose qui se ferait, et ce qu'évoque Alexandra, dans un futur plus heureux, ne se fera pas sans aussi un responsable à la Maison-Blanche qui adhère à cette vision-là. Oui. On n'est pas du tout dans ça avec Donald Trump. Le projet de Riviera, je pense qu'on en est encore très très loin quand même. Mais en tout cas, cette idée que Gaza serait mieux sans les Palestiniens, je pense qu'effectivement, une partie de la droite américaine l'assume totalement. Par ailleurs, les projets de colonisation en Cisjordanie en ce moment, celles qui sont poussées par M. Smotrich ou M. Ben-Gvir, sont approuvées par Mike Huckabee, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Israël et qui est un évangélique, c'est-à-dire un soutien ferme. C'est la première fois qu'un évangélique est nommé ambassadeur des États-Unis en Israël. Et il a lui-même expliqué que ces décisions de colonisation en Cisjordanie dépendaient d'Israël. C'était un blanc-seing laissé à la partie la plus extrême des colons. C'est fait. Mais Malouf? Oui, Trump est un joueur de poker.
Donc il veut que ça gagne ou que ça perde tout de suite. J'appelle ça de la méta-diplomatie. On n'est vraiment pas dans la diplomatie avec l'administration Trump aujourd'hui. Donc je préfère, c'est une préférence personnelle comme beaucoup d'ailleurs, la voie que prend la France aujourd'hui avec Emmanuel Macron, puis peut-être l'Europe avec l'idée de l'État palestinien. Mais je mettrais quand même des bémols par rapport à l'accord d'Oslo que vous avez évoqué. Oslo n'était pas l'idéal non plus. C'est-à-dire si aujourd'hui on dit l'État palestinien, ce qu'on va reconnaître, et on prend la carte d'Oslo et on dit c'est ça l'État qu'on veut, ça ne marchera pas. Parce qu'il était mort-né. J'espère que l'administration française a beaucoup plus que les accords d'Oslo et qu'il y a un réel travail territorial à faire, y compris à Gaza. Alexandra Schwarzbrod, question de Pierre dans l'Hérault. Malgré les milliers de manifestants contre Netanyahou, y a-t-il encore une majorité d'Israéliens qui soutient sa politique meurtrière à Gaza? Israël reste une démocratie où la majorité, à la fin, emporte le morceau. On voit que c'est plus compliqué que ça. Le problème, c'est qu'en effet, comme on l'a évoqué, dans la manifestation de samedi dernier, si vous voulez, il y avait trois groupes qui étaient mélangés. Il y avait ceux qui manifestaient pour le retour des otages. On peut les comprendre. Ils veulent le retour de leurs proches. Il y avait les réservistes, ceux qui veulent pas y aller, qui ne veulent plus, qui trouvent que cette guerre n'a pas de sens. Et il y a une toute petite minorité, elle existe quand même, mais ça reste une minorité qui, elle, voit bien ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de faire de la population palestinienne et qui demande que ce bain de sang s'arrête. C'est un peu ces trois groupes qui peuvent éventuellement, parfois il y a des intersections, mais la grande majorité quand même, le problème c'est que Netanyahou a réussi à faire croire que lui pouvait remettre en ordre tout ce Proche-Orient. Il y a eu l'Iran, il y a le Liban, il y a la Syrie qui restent toujours des pays avec qui Israël est toujours en train Israël frappe toujours dans le sud du Liban, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a une guerre qui continue aussi de ce côté-là. Et donc si vous voulez, les Israéliens pour l'instant ont l'impression que Netanyahou c'est celui qui maîtrise le mieux l'ensemble du spectre proche-oriental. En tout cas, mais je ne sais pas si ça durera. Abdel, en Belgique, Anthony Bélanger, s'emparer de la Cisjordanie, est-ce une façon de couper court à la reconnaissance d'un État palestinien? Bien sûr, oui, c'est exactement. Smotrich le dit, exactement. Il montre une carte, il dit voilà, j'installe des colonies là, là et là, et comme ça sera terminé. Plus de Palestine. En plus, il prend ça comme prétexte en disant, vous voyez, les Français, les Anglais, les Canadiens, les Australiens veulent reconnaître l'État palestinien. Eh bien, nous répondrons sur le terrain en rendant cet État palestinien impossible. C'est donc, il y a vraiment une bataille idéologique qui est en train de se mettre en place. Elle sera dure et elle, à mon avis, la société israélienne en sera elle-même victime. Juste un dernier point, Benjamin Netanyahou est un parfait lecteur de sa société. La société israélienne s'est droitisée, clairement. Il la lit parfaitement. Et donc il ne faut pas imaginer non plus que le fait qu'il soit Elle ne regarde pas les souffrances des Gazaouis, elle veut éradiquer le Hamas. Il ressemble à sa société. C'est pas pour rien qu'il est placé comme le candidat, le préféré des Israéliens pour devenir le prochain Premier ministre. Il va y avoir des élections. Il ne faut pas non plus oublier que c'est un animal politique. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur la situation à Gaza, en Cisjordanie et en Israël. 21 États, dont la France et le Royaume-Uni, condamnent le plan de colonisation de la Cisjordanie par Israël. Ces pays demandent à Tel Aviv de faire immédiatement marche arrière, évoquent un plan inacceptable, une violation de la loi internationale. Quel levier pour ces pays? Quel impact sur Israël? Nous serons en direct d'Israël avec notre envoyé spécial Patrick Martin-Génier répondra également à nos questions dans un instant. Et alors qu'Israël s'apprête à lancer un plan majeur de colonisation de la Cisjordanie, dans un communiqué commun, 21 pays, dont la France et le Royaume-Uni, dénoncent un plan inacceptable, une violation de la loi internationale et somme Israël d'annuler immédiatement le projet. À Tel Aviv, on retrouve notre correspondant en France Télévisions, Lucas de Villepin. Oui, c'est une condamnation ferme et sans détour de ces 21 ministres des Affaires étrangères. Ils dénoncent un projet inacceptable qui compromet la paix et la prospérité au Moyen-Orient. Alors,
La construction de ces 3400 unités de logement est en réalité prévue depuis les années 90, mais face à la pression, Israël n'avait jamais cédé le pas, notamment la pression internationale. Aujourd'hui, le gouvernement est le plus à droite de l'histoire du pays et il est composé de fervents partisans de la colonisation qui ont décidé de mettre à exécution ce plan. Alors, nous étions il y a 3 jours sur place. Nous avons rencontré des communautés bédouines qui attendent d'être expulsées et à qui on ne propose pas de solution de relogement. Le même jour, nous étions dans la colonie de Ma'ale Adoumim qui, grâce à ce projet, va être reliée directement à Jérusalem. Et là-bas, nous avons interviewé des habitants qui se réjouissent beaucoup de ce projet. Certains sont même prêts à vivre dans ces nouveaux logements. Ils encouragent le gouvernement à continuer la colonisation en Cisjordanie. Merci à vous, Lucas de Villepin. On va tenter de comprendre en quoi consiste ce plan de colonisation de la Cisjordanie par Israël. Il est intitulé E1. Vous avez fait le tour de ce plan, Leslie Cadiou. Vous allez pouvoir nous expliquer de quoi il s'agit. On vous écoute. Voilà. Alors avant de rentrer dans le détail, on va déjà essayer de le resituer. On reprend cette carte du Proche-Orient. Vous le voyez, Israël, les territoires palestiniens, la bande de Gaza, vers laquelle on a les yeux tournés depuis plusieurs mois maintenant. Mais ce projet E1, il se situe cette fois en Cisjordanie. Vous le voyez, la Cisjordanie morcelée entre, en jaune, les zones contrôlées par l'autorité palestinienne et en rouge, les zones contrôlées par Israël. Ce projet E1, il se situe autour de Jérusalem. On le rappelle, Jérusalem aussi divisée à l'ouest, côté israélien, à l'est, côté cisjordanien. Le projet E1, il se situe ici. Vous voyez cette zone bleue, cette zone que veut annexer Israël à la colonie israélienne Ma'ale Adoumim. Alors, ce projet E1, en quoi il consiste? Déjà, il s'appelle E1 pour Est, 1 à l'est de Jérusalem. Il devrait occuper une zone de 12 km². À l'heure actuelle, et Lucas de Villepin nous en a parlé, 5000 Palestiniens y vivent. Ce sont des bédouines, des éleveurs de chèvres, des commerçants. Et ils ont tous reçu ce document leur intimant d'évacuer, de quitter leur maison, de quitter leur terrain sans compensation financière, sans zone de relogement pour le moment. Et à la place, leurs maisons vont être détruites pour construire 3400 logements pour les colons israéliens. Dit cela, Leslie Cadiou, quelles conséquences pour ce projet d'extension, ce fameux E1? Alors, les conséquences, vous le voyez petit à petit, c'est que la Cisjordanie finit par être coupée en deux. On le rappelle, la zone, elle est ici, cette zone d'extension. On le rappelle aussi, il y a un mur qui court tout le long de Jérusalem-Est, construit par les Israéliens, si bien que ça sépare petit à petit les Palestiniens du nord et du sud de la Cisjordanie, puisque cette zone est très peu praticable. Ils vont donc devoir faire le tour complet pour pouvoir rejoindre leur capitale administrative, Ramallah. Une Cisjordanie coupée en deux, qui enterre un peu plus la perspective d'un État palestinien plein et entier, à l'heure où la communauté internationale, la France en tête, s'apprête à annoncer à l'ONU la reconnaissance d'un État palestinien. Merci beaucoup, Leslie Cadiou. Patrick Martin-Génie, merci, monsieur, de nous avoir rejoints. Vous êtes spécialiste des questions européennes et internationales. Vous êtes également, Patrick Martin-Génie, enseignant à Sciences politiques. Pourquoi ce plan majeur de colonisation maintenant? La question de la temporalité, comment vous l'expliquez? Écoutez, je l'explique, et cela vient d'être dit par monsieur de Villepin, votre correspondant sur place, car ce gouvernement est sous la coupe de 2 ministres d'extrême droite qui veulent annexer non seulement Gaza, on le sait, mais aussi la Cisjordanie, qu'ils appellent la Judée-Samarie. Il s'agit de monsieur Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, le premier étant ministre de l'économie, le second ministre de la sécurité nationale. Et c'est eux qui font la pluie et le beau temps au sein de ce gouvernement. Le premier ministre Benjamin Netanyahou est complètement lié à ces 2 ministres extrémistes et il sait que s'ils ne cèdent pas à leur volonté, et le gouvernement va chuter. C'est de cela dont il s'agit pour la temporalité. Et bien évidemment que cette volonté d'annexion de la Cisjordanie est complètement contraire à toutes les résolutions internationales, notamment résolutions des Nations Unies, parce que si effectivement on peut discuter de la question de savoir si aujourd'hui il faut reconnaître ou pas un État palestinien dans les circonstances que nous connaissons, bien évidemment qu'à long terme, moyen terme, c'est bien de cela dont il s'agit. Et par cette politique d'annexion, d'installation autoritaire, par les actes de violence, par les exactions qui sont soutenues par ce gouvernement, eh bien cela vise à saper toute perspective de création à terme d'un État palestinien. Patrick Martin-Génier, ce plan de colonisation de la Cisjordanie, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça avait été mis sur la table il y a déjà de nombreuses années, et puis ça avait été révoqué. Ça n'est pas arrivé jusqu'à nos jours. On imagine que ça va voir le jour. Pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu avant? Qu'est-ce qui a fait qu'Israël a été empêché jusqu'à présent?
Tout simplement la configuration politique. Premièrement, on n'a jamais eu, et cela vient d'être rappelé, et cela est rappelé tout à fait régulièrement, jamais en Israël il n'y a eu un tel gouvernement d'extrême droite. Je suis d'accord avec vous pour dire que, de façon générale, la classe politique israélienne, qui vise à assurer la sécurité du pays, il est normal qu'elle poursuive les terroristes qui peuvent être réfugiés, notamment en Cisjordanie. Il n'y a pas qu'à Gaza, il y a aussi le Sud-Liban. Mais jamais, depuis la création de l'État d'Israël en 1948, il y avait eu un tel gouvernement d'extrême droite avec les deux personnages responsables des partis nationalistes religieux. C'est le premier facteur, c'est la première explication. La seconde explication, c'est que jamais non plus les États-Unis n'avaient autant soutenu Israël dans cette politique, dans cette volonté d'annexion. On sait que l'ambassadeur américain à Tel Aviv, eh bien lui-même soutient cette politique d'annexion. Donc il y a un soutien total des États-Unis, un soutien de Donald Trump. Et dès lors que Benjamin Netanyahou sait qu'il est soutenu par les États-Unis sans faille là-dessus, eh bien il y va parce qu'il sait qu'il sera soutenu par les États-Unis. Donc il n'a strictement rien à faire des Nations Unies et il n'a strictement rien à faire de l'Europe. Seul compte les États-Unis et son plan, et également effectivement sa volonté de rester au pouvoir, parce qu'on sait que si ce gouvernement devait chuter, eh bien il serait irrémédiablement renvoyé devant les juges. Alors justement, Patrick Martin-Genier, une fois qu'on a dit tout cela, quel impact de ces 21 pays signataires sur Israël? Est-ce qu'il peut y avoir un fléchissement, une inflexion d'Israël, ou est-ce que vous nous dites ce soir absolument pas, ça ne changera rien? Pour ce gouvernement, ça ne changera rien tant qu'il n'aura pas chuté, tant qu'il aura une majorité, tant qu'il dépendra de M. Smotrich et Ben-Gvir, qui, eux, détiennent la clé d'une majorité à la Knesset, et ils continueront. Ceci dit, on peut être, on va dire, optimiste, car ce n'est pas la totalité des députés de la Knesset qui veulent cette politique d'annexion. Il y a quand même des députés courageux, notamment Yair Lapid, le chef de l'opposition, un ancien Premier ministre également, d'autres ministres, d'autres responsables ne veulent pas de cette politique d'annexion parce qu'ils considèrent que ça fait beaucoup de mal au pays. Et M. Yair Lapid, le chef de l'opposition, a appelé à la démission du gouvernement, au vote d'une motion de censure qui devrait intervenir d'ici le mois de novembre parce que la précédente avait échoué. Donc il y a quand même un espoir. Israël est une grande démocratie. Il y a des débats. Tout le monde n'est pas d'accord avec la politique extrémiste menée par Benjamin Netanyahou en Cisjordanie. Et je crois que ces 21 États, oui, peuvent constituer une pression, mais malheureusement, je n'ai pas trop d'espoir. Tant que ce gouvernement sera là, Benjamin Netanyahou continuera sa politique d'annexion. Merci beaucoup, Patrick Martin-Génier, d'avoir été avec nous sur France Info pour décrypter cette situation au Proche-Orient. Et par ailleurs, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a de son côté exprimé ce soir que les négociations se poursuivaient toujours pour la libération des otages retenus dans l'enclave palestinienne. Je vous propose qu'on écoute Benjamin Netanyahou. Je suis arrivé aujourd'hui à la division de l'armée de Gaza pour approuver les plans que l'armée m'a présentés afin de prendre le contrôle de la ville de Gaza et vaincre le Hamas. Dans le même temps, j'ai donné des instructions pour lancer immédiatement des négociations pour la libération de tous nos otages et mettre fin à la guerre dans des conditions acceptables pour Israël. Nouveau largage d'aide humanitaire au-dessus de la bande de Gaza. Ces opérations se sont multipliées après leur autorisation par Israël fin juillet. Mais pour beaucoup, cette méthode est insuffisante et peut entraîner au sol de nombreux débordements entre Palestiniens. Ce n'est pas une solution. Il faudrait qu'on puisse recevoir de l'aide par l'intermédiaire d'organisations internationales, comme c'était le cas auparavant. Chaque jour, des largages sont effectués ici, mais très peu de gens peuvent en profiter. Des centaines de camions chargés d'aide humanitaire attendent depuis des jours à la frontière l'autorisation d'Israël pour entrer dans l'enclave. Mais seuls quelques-uns y sont autorisés, alors que l'ONU continue d'alerter sur la menace d'une famine généralisée. La prévalence de la malnutrition aiguë a augmenté de 15,8% au cours de la première quinzaine d'août. Cela signifie que, selon les données de l'UNRWA, la malnutrition a triplé dans la bande de Gaza depuis l'échec du cessez-le-feu en mars dernier. Selon les autorités égyptiennes, plus de 5000 camions attendent de pouvoir entrer dans la bande de Gaza.
Alors que l'armée israélienne est aux portes de la ville de Gaza, l'ONU a officiellement déclaré la famine dans l'enclave. Un mensonge éhonté, selon les mots du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou nie toute situation de famine à Gaza. En tout cas, l'une de nos équipes a pu se rendre à la frontière et a pu constater que des dizaines de camions d'aide sont bloqués. L'ONU et l'État hébreu s'accusent mutuellement d'empêcher la distribution. Juliette Poissonnier et Cyril Théophilos, nos envoyés spéciaux. À la frontière entre Israël et Gaza, nous nous approchons du point de passage de Kerem Shalom, zone de transit pour l'aide humanitaire internationale. Il faut bien comprendre que c'est l'armée israélienne elle-même qui nous donne cet accès parce qu'elle veut que l'on filme, que l'on montre ces centaines de camions remplis d'aide humanitaire prêtes à être distribuées. Escortés par l'armée, nous entrons dans la bande de Gaza et nous découvrons cette immense zone de stockage. Ici, des milliers de palettes sont bloquées depuis des mois. Il y a de l'aide alimentaire. Regardez derrière moi des conserves, des sacs de farine, mais il y a aussi du matériel de première nécessité. Alors pourquoi est-elle toujours bloquée? L'ONU et Israël se renvoient la responsabilité. Selon l'armée israélienne, l'ONU pourrait acheminer cette aide dans la bande de Gaza, mais elle refuse. Beaucoup de gens dans le monde entier affirment qu'Israël affame la population de Gaza. C'est totalement faux, c'est un mensonge. Tous les jours, ces 3 derniers mois, il y a eu des centaines de camions d'une aide alimentaire qui attendent d'être récupérés par la communauté internationale. Et elle n'atteint pas la population de Gaza. Il y a un problème. Sur ces images satellites de Kerem Shalom, des tonnes de denrées s'accumulent depuis la fin du cessez-le-feu en mars dernier. De l'aide bloquée, à quelques kilomètres seulement des villes où elle devrait être acheminée. Chaque jour, depuis la fin du mois de juillet, l'ONU fait entrer une centaine de camions dans la bande de Gaza. Selon elle, il en faudrait 5 à 6 fois plus. L'organisation internationale reproche à Israël d'imposer des contrôles excessifs et de ne pas sécuriser les routes dans l'enclave palestinienne. La responsabilité d'Israël ne s'arrête pas à Kerem Shalom. Le problème, c'est que nous n'avons pas un accès direct. Nous sommes confrontés à des routes endommagées et à des foules de Gazaouis désespérés sur notre chemin. Mais il y a des choses qui pourraient être mises en place pour nous faciliter le travail. C'est ce que nous demandons aux autorités israéliennes. Selon l'ONU, plus d'1 demi-million de Gazaouis vivraient dans des conditions catastrophiques. L'ONU déclare la famine à Gaza. Benjamin Netanyahou dénonce un mensonge alors qu'Israël menace de destruction totale le territoire palestinien si le Hamas n'accepte pas ses conditions de paix. Selon les experts onusiens, en tout cas, plus d'1 demi-million de personnes de l'enclave palestinienne sont dans un niveau de détresse alimentaire catastrophique. C'est le niveau le plus proche de la mort.